Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité, ce soir, la grève générale qui continue avec ce rendez-vous important qui s'est tenu ce matin à Paris entre les représentants de l'intersyndicale et des membres des 4 ministères concernés par la plateforme revendicative. Et pour en parler avec nous ce soir, Yann Di Rosa, membre du syndicat SNES FSU. Bonsoir Yann. Bonsoir Amina. Alors on a dit la grève continue, elle en est aujourd'hui à son 16e jour de mobilisation. Une rencontre importante s'est tenue ce matin. Est-ce que ça va changer quelque chose à la grève? On en parle tout à l'heure avec vous dans ce journal. Avec nous également sur le plateau Sébastien Lecornu, président du conseil départemental de l'Eure, également membre des Républicains. Alors vous êtes à Mayotte depuis ce matin. Aujourd'hui, quelques heures à peine passées sur notre département. Que pensez-vous de ce département? Quelle est votre visite? À quoi aspire-t-elle aujourd'hui? Vous nous en parlerez tout à l'heure, monsieur Lecornu. Mais d'abord, avec plaisir. Voici les titres de ce vendredi 15 avril. Depuis ce matin, toute l'île attend avec impatience la teneur de la réunion entre le cabinet de la ministre des Outre-mer et les leaders syndicaux. Les barrages étaient cependant toujours de rigueur ce matin, tout comme le scepticisme quant à une sortie de conflit. Mais après plusieurs heures de discussion, un accord de méthode a été trouvé. Le point dans votre journal. L'INSEE a publié hier une étude concernant la différence de prix entre Mayotte et la métropole. Si comme attendu la vie est plus chère au sein du 101e département, les chiffres de l'étude interrogent. Nous sommes partis à la rencontre de la population ce matin pour connaître son avis sur un rapport déjà très controversé. Le sociologue Philippe Labbé est actuellement sur le département afin d'aider les acteurs locaux en leur donnant des prérogatives. Il a ainsi pu constater les difficultés rencontrées par l'île et notamment par une jeunesse désorientée. Reportage à la fin de cette édition. Les jours passent et se ressemblent. Aujourd'hui encore, grève générale arrimée avec barrage, ce qui a une nouvelle fois bloqué toute l'île au lagon. Mais en ce 16e jour de grève, tous les yeux étaient rivés vers Paris, où les leaders syndicaux étaient reçus en haut lieu. En effet, ce matin, ils étaient reçus par les directeurs de cabinet des 4 ministères concernés par la plateforme revendicative. Un retour au dialogue social qui semblait inespéré il y a quelques jours, mais reste encore à savoir ce qu'il en ressortira. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Les barrages étaient à nouveau de rigueur ce matin aux 4 coins de l'île. En effet, le mouvement continue et l'état d'esprit des membres de l'intersyndicale était toujours au scepticisme quant à la réunion parisienne qui se tenait ce matin. Écoutez, nous, comme je le dis, on prie pour qu'il y ait quelque chose parce qu'il est hors de question qu'on revendique l'égalité. Au lieu de nous envoyer des solutions, on nous envoie des renforts de gendarmerie pour enlever les blocages. Alors que concernant donc l'histoire de la délinquance, ça a toujours existé, ils n'ont jamais pensé à le faire. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a le mouvement, ils envoient des renforts. Donc, nous, on se pose la question, elle est où vraiment la réponse du gouvernement? Donc, à l'issue de cette réunion, nous espérons bien avoir une feuille de route, parce que même le préfet n'a pas de feuille de route. La préfecture n'a aucune feuille de route sur l'évolution réelle de Mayotte. Donc j'espère qu'à la sortie, on aura quelque chose. À 11h30, heure locale, les leaders syndicaux ont pu rencontrer les directeurs de cabinet des 4 ministères concernés par la plateforme revendicative. La réunion a d'abord commencé par le refus de l'intersyndicale d'accepter le syndicat UNSA pour ses négociations. Vers 17h, la réunion a pris fin et nous avons pu joindre le secrétaire départemental du syndicat FO qui nous en dit plus sur les discussions. Après 2 ou 3 heures de discussion et de travail avec les membres de son cabinet, on est parvenu à un accord de méthode concernant l'application du Code de travail, du droit commun du Code du travail. Un relevé de décision a en effet été signé, entérinant un accord de méthode. L'État s'engage ainsi à se pencher rapidement sur des sujets comme l'attractivité du territoire, la reconstitution des carrières, l'application des conventions collectives ou encore les prestations sociales. Le temps qui reste le principal point de désaccord semble aujourd'hui avoir été réduit. Un bilan somme toute positif, mais qui ne représente qu'une première étape. Moi, le premier bilan, c'est de dire que le gouvernement commence à écouter les Mahorais, parce que jusqu'alors, on nous imposait
la feuille de route du gouvernement, le point de vue du gouvernement, il y avait une fin de non-recevoir de la position de l'intersyndicale. Donc aujourd'hui, ils ont fait une démonstration d'écoute et aussi d'acquiescement de la méthode que veut mettre en place l'intersyndicale pour parvenir à l'égalité des droits. Dans l'après-midi, les différents barrages ont été levés avant même que la réunion ne se termine et sans qu'aucun lien ne soit fait. Demain, les leaders syndicaux seront de retour à Mayotte afin de faire le point avec l'ensemble des grévistes et de décider ainsi de la suite à donner au mouvement de grève générale. Alors Yann Durosa, vous êtes membre du syndicat SNES FSU. On va parler avec vous de cette semaine de grève qui a priori a été marquée par les blocages. Alors on parle également de cette rencontre qui a eu lieu à Paris. Le lien, est-ce qu'aujourd'hui ça aura des conséquences sur le mouvement de grève ? Alors, les leaders de l'intersyndicale vont rentrer demain sur Mayotte et ils vont présenter en assemblée générale au col de Chirongui aux différents membres de l'intersyndicale, aux différents grévistes, le relevé de conclusion. Donc, je ne vais pas me prononcer sur le contenu, vous l'avez déjà abordé. Il y a un certain nombre de raccourcissements de calendrier qui ont été actés et donc je laisse aux leaders de l'intersyndicale la primeur pour la présentation demain après-midi à 15h au col de Chirongui. Alors on l'a vu également la détermination des grévistes, les barrages étaient nombreux, l'île au Lagon a été bloquée durant toute la semaine quasiment, une bonne partie des habitants n'ont pas pu se rendre à leur travail et autres activités de tous les jours. Alors aujourd'hui, état d'esprit au niveau de la population, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller auprès d'eux et voir ce qu'ils en pensaient de ce mouvement de grève ? Alors durant ces 16 jours, j'ai parcouru l'île, notamment avec un certain nombre de membres de l'intersyndicale sur les barrages, j'ai fait les barrages du nord, du centre, du sud. Contrairement à Mamoudzou, qui est le chef-lieu, qui est sociologiquement à part par rapport au reste des villages, j'ai senti une adhésion profonde des villageois, des habitants des communes aux revendications. Alors les barrages pouvaient être contraignants, pouvaient provoquer un certain nombre d'empêchements importants, mais l'adhésion était là des habitants. L'adhésion des villages, quand j'ai fait un certain nombre de voulées sur les barrages, j'ai bien vu que la population suivait. Il faut bien voir que ce mode de revendication n'est apparu puisque auparavant on a eu des discussions qui n'ont jamais rien donné. La départementalisation, c'est la Cour des comptes qui le dit, c'est pas moi. La départementalisation n'avait pas été préparée. Donc quand on ne prépare pas les choses en amont, à un moment donné, il faut s'attendre à une explosion si on n'a pas obtenu les revendications escomptées. J'ai suivi ce dossier particulièrement bien depuis des mois. Il y a eu des discussions à Paris, ici, des rapports, des personnes qui sont venues, qui ont eu des rencontres, etc. Il y a eu quelques mouvements de grève aussi au mois de novembre. Et ça n'a rien donné. L'aspiration à l'égalité réelle des Mahorais, de la population mahoraise, n'avait pas été entendue ou suffisamment écoutée. Et donc, cette non-préparation... Alors là, c'est gouvernement successif de droite, de gauche. 2011, on était sur la droite, là, on est sur la gauche. Donc voilà, la Cour des comptes a bien dit qu'il y avait un manque de préparation. Et c'est ce manque de préparation de la départementalisation qui a provoqué des rancœurs, qui a provoqué une réaction forte de la population en disant mais on est considéré comme des sous-français, comme des Français de seconde zone. Outre-mer, ça fait 10 ans que je suis outre-mer, en Guyane et ici. Et le mode d'expression, souvent outre-mer, et c'est la réalité. Ce sont les blocages, ce sont les barrages. Actuellement, 7 jours de blocage du BTP à La Réunion. Je ne vais pas revenir à la Nouvelle-Calédonie des années 80. Je ne vais pas revenir au mouvement LKP en Guadeloupe en 2009. Je ne vais pas revenir sur la grève de l'essence en 2008 en Guyane. Donc ça s'est toujours opéré par des barrages. Et ce rapport de force, cette construction du rapport de force, a toujours été là pour pouvoir obtenir un certain nombre de revendications. On peut le déplorer, on peut se dire que c'est quand même compliqué d'en arriver là, mais finalement, les avancées ne s'obtiennent qu'avec ce rapport de force. Et autre aspect, en fait, autre fait qui a vraiment contribué à ce que l'intersyndicale soit entendue, c'est le relais national qui a été fait de cette grève générale. Il y a eu d'abord une première. Alors souvent on dit à Mayotte, on est loin, Internet est arrivé tardivement, le haut débit est arrivé tardivement, et donc les réseaux sociaux n'avaient pas pris toute leur place.
sur ce mouvement-là, les réseaux sociaux ont pris toute leur place. Que ce soit Facebook, que ce soit Twitter. Et ça a permis de relayer ce mouvement-là, notamment avec le hashtag Save Mayotte, qui n'était pas forcément repris par l'intersyndicale. C'était des gens qui voulaient sauver leur île, essayer de trouver un autre développement pour cette île, qui l'ont utilisé. Et donc ce relais a pu se faire. Les médias nationaux on fait la suite, et donc on se retrouve aujourd'hui avec tous les médias, presse écrite, radio, télévision, qui sont sur Mayotte et qui parlent de la départementalisation, qui parlent de l'aspiration à l'égalité réelle des Mahorais, et donc ceci, je pense, a pu être décisif dans cette réunion express. Cette réunion express a été décidée mardi, mercredi, pour vendredi. En plus, vous imaginez bien prendre l'avion, etc. Ça se fait pas comme ça aussi facilement. Donc, on voit bien que l'accélération, la volonté de lâcher des choses, c'est faite aussi par cette médiatisation qui a, on peut dire, sauvé Mayotte, mais en tout cas a aidé à apporter des solutions aux problèmes. Donc le point sur ce qui s'est passé, sur les avancées qui ont été obtenues demain avec le retour de l'intersyndicale. C'est ça, elle sera là et expliquera les différents points. Merci beaucoup Yann Durosa. Et nous vous en parlions hier dans notre édition. L'INSEE a communiqué le comparatif des prix entre Mayotte, la métropole et les autres DOM. L'étude a révélé que les prix sont en moyenne 6,9 fois plus élevés, plus élevés à Mayotte qu'en France métropolitaine. Des chiffres que la population a accueillis avec stupeur. Donc, je vous propose de voir quelques-unes des réactions recueillies par Shakila Issouf et Leslie Limné. 6,9%, ce chiffre représente, selon l'INSEE, l'écart de prix entre la métropole et Mayotte. La vie est ainsi plus chère sur le 101e département, pourtant le plus pauvre de France. Ces chiffres semblent néanmoins en décalage avec ce que vit la population locale. J'ai l'impression que le directeur de l'INSEE local, même si quelque part par rapport à d'autres études qu'il a fait, j'ai pu lui faire confiance, mais sur ce coup-là, je ne fais pas confiance aux données qui ressortent. À mon avis, j'ai entendu Daniel Zaidani dire quelque chose ce matin sur Kwezi FM. Il disait que les gouvernements changent, mais les fonctionnaires dans les ministères restent. Donc, c'est ça, on prend les Mahorais pour des cons. Wakizimbelwa mwenzeo watushinda wanaha na wajua zitongo bebo bilomba de waswatiti de dili hao kila kwa hisha rairongwa kapta tungu ikiriwo swafamba zitu za hali ha nguvu tena amba mwanadamu kasijua tamba aikana 3 euros on ambeni sune fantine ta tim biscuit kai para. On peut pas acheter une voiture à Mayotte, on est obligé d'aller ailleurs. Ici, c'est trop cher. Même une occasion, tu l'as à 7 000 euros, 8 000 euros, une occasion qui est vraiment pourrie, qui est vraiment rien du tout, quoi. Moi, si je vais ailleurs, je trouve que c'est cher là-bas, je reviendrai chez moi. Parce que c'est chez moi que je peux rester, que je peux vivre en paix, tranquille. Même si j'ai rien, je serai obligée de faire avec parce que j'ai chez moi. C'est eux qui font tous les bilans des pays. Ils sont obligés de dire la vérité de ce qu'ils font, de ce qu'ils voient. Après la publication de ce rapport, les réactions sont vives et l'INSEE en prend pour son grade. En effet, la méthode utilisée pose véritablement question. Alors, je ne sais pas sur quoi ils basent leurs chiffres, mais il n'y a qu'à regarder. Les prix à Mayotte sont multipliés par 2 voire par 3 par rapport à la métropole. On n'a pas besoin de sortir de l'ENA pour savoir que les prix sont excessifs à Mayotte. Alors, quand on vient me dire qu'il y a seulement 7 petits pourcents de différence, il ne faut pas se moquer des gens. On n'a pas besoin de l'INSEE pour se rendre compte, en fait. Et le panier de la ménagère, il coûte cher. À Mayotte, la vie chère est une réalité qui semble aujourd'hui en partie niée par cette étude, même si cette dernière ne prend pas en compte l'augmentation de l'octroi de mer ni les loyers très élevés sur le département. Quoi qu'il en soit, le rapport révèle que le coût de la vie est supérieur à la métropole sur un département où, selon l'INSEE, toujours 84% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
Et retour maintenant sur la séance plénière exceptionnelle qui s'est tenue hier au Conseil départemental avec notamment à l'ordre du jour le vote du budget primitif 2016. Et alors qu'en décembre, le département accusait un déficit de 58 millions, les comptes du département sont aujourd'hui excédentaires à hauteur de 907 000 euros. Comment cela est-il possible? Eh bien, l'État a fait cadeau des 32 millions d'euros d'impôts qui devaient être restitués, tout comme il a effacé les 18 millions de créances douteuses. Une bonne nouvelle donc, malgré la fragilité financière qui reste de mise et qui par là même limite la marge de manœuvre. Daniel Zaidani s'est exprimé à ce sujet ce matin lors de la matinale de Kwezi. On l'écoute au micro de Patrick Millan. On voit bien, comme cela a été indiqué hier, que nous sommes réellement dans un problème structurel de la collectivité. Mais comme je l'avais indiqué en séance, il est vrai qu'au-delà de ces chiffres, ce qui importe pour la population, c'est d'abord l'action du conseil départemental. Aujourd'hui, le budget primitif qui a été délibéré ne donne pas beaucoup de perspectives, alors que lorsqu'on voit tous les conflits qui sont en train d'être menés sur le territoire, que ce soit les violences urbaines ou tout simplement les difficultés liées au développement économique ou les grèves répétitives, on voit bien que plus que jamais, le conseil départemental doit être présent sur le terrain, accompagner du mieux qu'elles puissent le faire les entreprises et bien évidemment les associations qui ont d'une certaine manière la possibilité et l'avantage de pouvoir encadrer notre jeunesse qui a besoin d'avoir des repères. On vient d'entendre Daniel Zaidani, qui est conseiller départemental de Pamandzi. Avec nous également, on le disait tout à l'heure, M. Sébastien Lecornu, qui est président du conseil départemental de l'Eure. Alors on le disait également tout à l'heure, vous êtes à Mayotte depuis quelques heures et vous êtes venu dans une cadre visite politique dans le cadre des élections qui vont arriver notamment, et vous soutenez la candidature de M. Bruno Le Maire. Pour la primaire qui aura lieu les 20 et 27 novembre prochains. Effectivement, on se déplace beaucoup en France métropolitaine, dans les Outre-mer, depuis maintenant 3 longues années, où on va à la rencontre des Françaises et des Français là où ils sont, pour mieux connaître leurs difficultés, mieux connaître leurs problèmes, voir aussi pourquoi parfois on a pu les décevoir, pourquoi la droite et le centre ont pu les décevoir dans le passé. Et effectivement, aujourd'hui, avec Jérôme Grandénon, qui est le directeur de campagne pour Bruno Le Maire, pour cette élection primaire, nous passons plus de 24 heures ici à Mayotte pour prendre le temps de rencontrer les Mahorais, pour mieux mesurer les difficultés dans un contexte en plus difficile. Mais je pense que nous tombons justement ici au bon moment, avant une visite de Bruno Le Maire qui aura lieu prochainement dans l'océan Indien, où lui aussi à son tour viendra à la rencontre des Françaises et des Français de ce bel océan, de cette très belle île. Alors pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, donc vous avez eu l'occasion de rencontrer la population, rencontrer également des responsables politiques, avec un département en fait qui est tout jeune, le 101e département français. Est-ce que vous avez un regard particulier sur ce qui se passe ici à Mayotte ? Je me réjouis que les finances du conseil départemental soient dans le vert, dans le positif, mais je pense surtout que Mayotte a besoin d'État. La départementalisation, c'était une idée généreuse, une idée ambitieuse, et je pense qu'il faut que maintenant elle arrive à son terme. Justement, j'écoutais ce qui était à l'instant dit par le syndicaliste représentant les enseignants. Je pense que Mayotte a besoin d'État dans le rattrapage. J'ai cru comprendre qu'il fallait pratiquement construire une classe par jour ici à Mayotte. Le besoin d'infrastructures, d'équipements scolaires, les politiques publiques en matière d'apprentissage, de formation professionnelle sont absolument essentielles pour préparer l'avenir, pour sortir la jeunesse mahoraise de l'ornière dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Et ça, c'est l'État qui le fera, avec les collectivités locales, avec le monde enseignant, le monde scolaire, mais c'est avant tout à l'État que revient justement cet enjeu de rattrapage. Mais je pense aussi que l'île, de ce que j'en ai vu, a aussi besoin d'État pour faire appliquer les droits et les devoirs, ne serait-ce qu'en matière d'immigration illégale. Tous ces sujets qui déjà nous ont été rapportés depuis quelques heures que nous sommes ici sont des sujets importants et sur lesquels j'estime qu'aujourd'hui le gouvernement n'en fait pas assez. Et je comprends la mobilisation importante des Mahorais, les déceptions, les incompréhensions, l'impatience aussi parfois parce qu'il y a urgence. Alors on a vu beaucoup d'hommes politiques sont intervenus, en fait, notamment Alain Juppé, sur ce qui se passe à Mayotte. Est-ce qu'aujourd'hui Bruno Le Maire, lui, a un positionnement particulier sur la crise actuelle que vit Mayotte ? Je vais vous dire,
moi je suis déjà un peu triste quand même qu'on ne parle de Mayotte en métropole que lorsqu'il y a des violences. Parce que d'ailleurs, si on est précis, c'est plutôt des violences dont il a été question dans les médias nationaux en métropole que de la mobilisation syndicale, que du droit de grève général ou des revendications sociales. Donc la première des choses, c'est que je pense qu'il faut mieux valoriser nos outre-mer. Et effectivement, Bruno Le Maire, lui, il connaît bien les outre-mer. Il a été ministre de l'Agriculture et vous savez à quel point l'agriculture sont des filières économiques importantes pour les îles, pour l'ensemble de nos outre-mer. On a passé beaucoup de temps déjà en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique. Il est déjà venu de nombreuses fois à La Réunion. Je l'ai dit, il reviendra bientôt dans l'océan Indien. Il connaît bien ces questions par le biais de l'agriculture, mais il faut également aller plus loin. Justement, quand je vous dis que Mayotte a besoin d'État, c'est précisément justement le programme politique, le projet politique de Bruno Le Maire. Il faut que l'État soit à sa place. Il y a des populations, il y a des territoires qui ont plus besoin d'État que les autres. Il faut un État fort, il faut un État qui protège. Et je pense qu'aujourd'hui, Mayotte a besoin d'État. Je laisserai le candidat que je soutiens développer des propositions très précises sur le sujet dans les mois qui vont venir. Pour l'instant, c'est le temps de l'écoute. C'est le temps de la considération. Je pense aussi que c'est fini ces hommes politiques, dont certains d'ailleurs ont eu des responsabilités importantes ou éminentes il y a très longtemps. Alain Juppé, quand il était Premier ministre, j'avais 9 ans, vous savez, donc je peux dire que j'ai connu Alain Juppé depuis longtemps. Je pense que c'est fini la solution miracle, où on sort de son avion sur le tarmac de l'aéroport, à côté du préfet, on donne à la population de l'île concernée, j'ai la solution, je vais vous dire, peuple mahorais, comment je vais faire. Ça, c'est la France et la politique dont on ne veut plus. Et justement, le sens de notre présence ici, en précurseur, en quelque sorte, Jérôme Grandénon et moi-même, qui suis aussi un jeune élu, j'ai 29 ans, comme la population mahoraise est jeune, ça me permet aussi de bien me rendre compte des difficultés locales. Et bien, c'est le temps de l'écoute et de la considération. Dans quelques instants, en quittant le plateau, je vais aller dans une salle avec une centaine de personnes qui viennent de tous les horizons de Mayotte pour mieux comprendre leurs difficultés, pour bâtir le projet. Et comme je sais que Bruno Le Maire sera élu à la primaire, que derrière il sera président de la République, et bien notre candidat, devenu chef de l'État, aura les idées claires et saines sur les besoins de Mayotte. Alors vous savez qu'une question taraude beaucoup les Mahorais et paraît essentielle aujourd'hui avec ce qui se passe, la question du droit du sol. Alors votre positionnement? J'ai cru comprendre que certains voulaient revenir sur le sujet. Moi je veux vous dire, l'immigration illégale, l'immigration clandestine, c'est un fléau pour l'île. Il ne s'agit pas de montrer du doigt les populations comoriennes, mais la réalité c'est que la départementalisation appelle un rattrapage important. Le rattrapage important, c'est en matière de santé, c'est en matière d'éducation, c'est bien évidemment s'occuper des mineurs isolés. Toutes ces questions sont importantes. Néanmoins, effectivement, notre modèle social ne peut pas être anéanti par une immigration massive. Il faut donc là aussi que l'État prenne ses responsabilités. Il faut contrôler davantage nos frontières. Et sur une île, on peut contrôler les frontières. Toutes celles et tous ceux qui disent que le contrôle des frontières ici à Mayotte n'est pas possible, mentent. C'est une question de volonté politique. Malheureusement, à Paris, on en manque parfois un peu. C'est une question de moyens, et d'engagement de ces moyens et de doctrine d'emploi de ces moyens. Vous êtes prêt à revenir sur le droit du sol Je vous réponds clairement. Je pense qu'il ne faut pas revenir sur le droit du sol puisque c'est une démission. Commencer à vouloir donner des coups de canif dans le contrat même de la République, dans ce qui fait le fondement même du creuset républicain, c'est un acte pour moi de lâcheté. C'est plus facile de faire une loi à Paris, à l'Assemblée nationale et au Sénat pour mettre un tout petit coup de couteau dans un grand principe républicain qu'est le droit du sol, plutôt que de se poser de véritables questions de moyens, de courage politique sur la manière de répondre justement aux difficultés d'immigration, de manière pratique, le contrôle aux frontières, la rétention administrative, les expulsions. Mais de toute façon, ces questions, on les connaît à Mayotte, on les connaît dans des proportions extraordinairement importantes pour des raisons géographiques évidentes. On les connaît malheureusement aussi en métropole. Je pense qu'il faut un peu de volonté politique maintenant. Alors à quand une visite de Bruno Le Maire à Mayotte? Écoutez, pour l'instant nous sommes là. Nous allons, je vous dis, passer plusieurs heures ici. Vous savez, 345 déplacements de Bruno Le Maire en 3 ans. Je pense que c'est le seul candidat qui prend son temps justement de dialoguer avec la population. Je ne regarde pas beaucoup les sondages, j'y crois pas beaucoup. Mais ce que je sais, c'est que ce travail de terrain, peut-être d'inspiration chiracienne, diraient certains, ça finit toujours par payer. Et moi, je le dis ici aux Mahorais, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour cette primaire parce qu'elle est ouverte. Donc ça veut dire que sur 2 tours de scrutin, le 20 et le 27 novembre prochain, ils pourront eux aussi prendre leur avenir en main. Alors il y a le combat syndical, monsieur le représentant du syndicat, mais il y a aussi à un moment donné un combat démocratique, un combat politique, et il passe par la primaire les 20 et 27 novembre prochains. Votez Bruno Le Maire.
Merci beaucoup Sébastien Lecornu. Je rappelle que vous êtes le président du conseil départemental de l'Eure. Et pour rebondir sur les propos de Daniel Zaïdani, le vice-président de l'association Village d'Eva, est venu crier sa colère ce matin sur notre plateau. En effet, il y a 2 ans, un plan d'action avait été établi par l'association en partant d'un constat alarmiste sur la situation de la jeunesse. Aujourd'hui, les choses n'ont fait qu'empirer et aucune des mesures recommandées n'a été prise par les autorités. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Les années passent et la situation ne semble faire qu'empirer dans de nombreux domaines à Mayotte. La délinquance s'épanouit au fil des mois et l'association Village d'Eva est en première ligne pour s'en rendre compte. Depuis des années, les bénévoles alertent, notamment sur le sort de milliers d'enfants abandonnés. Il y a 2 ans, un plan d'action avait ainsi été publié, mais depuis rien n'a été fait, aux grandes dames du vice-président de l'association. Tous les jeunes qui ne vont pas à l'école, tous ces jeunes qui vivent dans nos poubelles, tous ces jeunes qui sont dans la rue, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut pouvoir prévenir pour qu'ils ne basculent pas vers la délinquance. Et à l'époque, on le disait déjà, on disait ça va chauffer, ça va chauffer. Et là, ce n'est que le début, parce que nous avons fabriqué des jeunes qui sont, qui errent, qui n'ont pas de repères et qui entraînent qui entraînent nos adolescents. Parce que c'est ce qui s'est passé dans le village, le conflit inter-village. C'est-à-dire qu'ils entraînent les adolescents, les jeunes qui sont en crise d'adolescence, qui sont vos enfants, nos enfants, et qui vont aller s'identifier à ces jeunes-là. Donc il faut véritablement prendre en compte les éléments qu'on produit. C'est des éléments chiffrés, c'est des éléments travaillés, c'est des éléments... On prend la peine de donner de notre temps dans le bénévolat pour pouvoir apporter des solutions. Si le village a permis d'alerter, notamment le défenseur des droits, il n'en reste pas moins que les moyens alloués à l'association ou à toutes les structures pouvant venir en aide à la jeunesse font cruellement défaut. Des centaines de jeunes errent dans les rues et finissent par sombrer dans la délinquance, faisant craindre au procureur de la République un cataclysme en 2017. La cause de la délinquance, c'est la délinquance le type de délinquance. La délinquance de survie, ça c'est la première cause. Et l'oisiveté des jeunes. C'est le procureur qui le dit lors de la conférence sur la sécurité. Donc, l'oisiveté des jeunes. Donc, ces jeunes, ils sont oisifs. Donc, il faut pouvoir les occuper. Soit par l'école de la rue, soit par des alternatives. Il parle de la survie. C'est des jeunes qui fouillent dans les poubelles. Maintenant, on a un élu qui nous dit, voilà, il fouille dans les poubelles parce qu'il cherche des bouteilles. C'est vrai, à 40%. Mais à 60%, il fouille pour chercher autre chose. Pour chercher des objets pour vendre, pour chercher à manger. Hier déjà à Mamoudzou, on a vu un petit jeune de 12 ans qui fouille dans la poubelle pour chercher à manger. Face à la montée de la violence, l'heure devient grave. Il semble grand temps d'agir et de venir en aide à la jeunesse, en prenant notamment les problèmes qu'ils rencontrent à bras le corps. Tout le monde s'en fout et je vous assure, ça va être très très chaud dans les prochaines années. Donc il faut vraiment que la population mahoraise se réveille, qu'on se réveille et qu'on prenne les choses en main. Parce que ces jeunes, quand ils vont atteindre l'âge de l'adolescence, ils vont entraîner systématiquement la plupart de nos adolescents qui seront en crise à la maison. Vous voyez quand on dévalise un magasin où on prend des chambeaux et tout ça, vous pensez que c'est pour faire quoi? Et c'est pas que des enfants clandestins ou des enfants nés à Mayotte, c'est toute cette petite jeunesse là aujourd'hui qui se cherche, qui en manque de repères. Et demain, ça peut être une source ou une ouverture vers la radicalisation. Donc il faut vraiment anticiper, il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que les populations de Msapéré, c'est qu'elles ont vécu. Imaginez si Kungu s'enflamme, si Kaoni s'enflamme et le reste, je vous assure qu'il faudra des avions et des avions de gendarmerie. On continue avec la colère des lycéens de Sada ou encore des budgets déposés en retard dans certaines municipalités de l'île. C'est également dans le reste de l'actualité de ce vendredi 15 avril. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. L'UNSA, FO, la FAEN, la CGTR, autant de syndicats nationaux qui ont apporté leur soutien à l'intersyndicale. Et hier, c'était au tour de la FSU Réunion de soutenir le mouvement de grève générale à Mayotte à travers un communiqué. Mais au-delà des syndicats, certaines associations montent également au créneau. C'est le cas de l'association Man Océan Indien, le mouvement pour une alternative non violente. Cette association se veut le lieu de rencontre de celles et ceux qui, dans un esprit indépendant de toute confession, adoptent le libre examen et la non-violence comme méthode de pensée, d'action, et optent pour une société plus juste, progressiste et fraternelle dans le respect des différences. À ce titre, son président Franck Dubos a envoyé une lettre au président François Hollande concernant la situation actuellement traversée par Mayotte. Selon lui, les États généraux de l'outre-mer proposaient de construire ensemble une république véritablement fraternelle. Nous avons le sentiment d'avoir été oubliés et d'être à la marge de la République.
Monsieur le Président, il vous appartient de poser les bases pour une confiance réciproque renouvelée, que le principe de solidarité nationale puisse s'appliquer le plus rapidement avant de se retrouver face à de nouveaux drames. Les lycéens de Sada en ont assez des barrages et des blocages occasionnés par les manifestants. Leur scolarité est bien évidemment impactée et ils ont manifesté ce matin leur mécontentement à travers une marche pacifique des 7 heures. Munis de vêtements blancs et sans violence, ils ont affiché leur mécontentement dans le calme. Il était ainsi possible de lire sur leur banderole « Arrêtez les blocages, élèves en otage » ou encore « Nous sommes fatigués ». Une marche qui s'est terminée aux alentours de 9h30, heure à laquelle les manifestants sont retournés au lycée. Après 16 jours de grève et de blocage, nombreux sont les étudiants à s'insurger contre les barrages. Ceux qui passent le baccalauréat cette année, mais aussi les étudiants de l'université, craignent pour leur avenir et pour les examens qui approchent. Car si les revendications sont approuvées par nombre d'entre eux, c'est encore et toujours la méthode des manifestants qui dérange. Les habitants de Chiconi se sont invités au conseil municipal qui se tenait mercredi soir. Un conseil particulier puisque les taux des taxes locales devaient être fixés. Jugés trop élevés, la taxe d'habitation devait par exemple passer de 30 à 35%. Des voix se sont élevées, notamment en raison d'élus qui ont fait le forcing pour faire passer les nouveaux taux. Le maire a donc souhaité trouver un compromis en assurant le statu quo, mais il n'a pas été suivi. Conséquence, faute d'accord sur ces taux servant à la constitution du budget 2016. Ce dernier n'a pu être adopté avant le 15 avril et il appartiendra désormais au préfet de l'arrêter lui-même. Avec les intercommunalités du Sud et du Nord qui n'ont toujours pas élu de bureau ni déposé de budget, force est de constater que les élus municipaux peinent à s'accorder. En attendant, les deux intercommunalités n'existent pas officiellement et ne toucheront ainsi aucune indemnité de la part de l'État. Des centaines de milliers d'euros qui s'envolent et qui auraient pourtant pu servir à améliorer la vie des administrés. Affligeant. Et enfin, à l'instar de Fernand Béyane du village d'Eva qu'on a entendu tout à l'heure, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer ce lourd climat de tension qui pèse sur Mayotte. Entre le ras-le-bol généralisé et la montée en flèche de la violence chez les jeunes, rien ne va plus. Alors évidemment, beaucoup s'interrogent et chacun tente à sa manière d'apporter des solutions pour sortir le département de la crise. La DIECT, elle, a fait appel au service de Philippe Labbé, enseignant, chercheur, sociologue et ethnologue. Actuellement à Mayotte, l'homme a pour mission d'accompagner l'évolution de la mission locale en vue de la mise en œuvre d'un programme d'insertion des jeunes encore inédit. Davantage de précisions dans ce reportage d'Adèle Laurent. Cela fait 30 ans que Philippe Labbé travaille sur la problématique de l'insertion des jeunes, particulièrement dans les DOM. Il est actuellement à Mayotte pour accompagner la mission locale, mais aussi pour rencontrer les acteurs institutionnels, politiques et économiques, afin de leur transmettre ses préconisations quant à la situation de Mayotte. On demande à Mayotte de faire le passage d'une société traditionnelle à une société néo-moderne en l'espace de quelques années, alors qu'il a fallu 2 siècles pour le faire en métropole et 2 générations pour le faire dans les DOM, en particulier à La Réunion. De tous les DOM que je connais, Mayotte est de façon incontestable le territoire qui rencontre aujourd'hui le plus de difficultés, qui est mise en difficulté, avec un manque patent de moyens. Philippe Labbé distingue 3 catégories de jeunes. Les moins visibles, ceux qui ne posent pas de problème, qui sont scolarisés, mais qui rencontreront des difficultés d'insertion à cause du chômage qui sévit à Mayotte. La deuxième catégorie concerne les jeunes qui ont quitté le système scolaire et qui peuvent basculer dans des trajectoires marginales. Et la dernière sont ceux qui, eux, ont déjà une carrière déviante et vis-à-vis desquels un travail de réinsertion est à faire, mais surtout un travail de protection de la société. Le sociologue nous fait part de sa réflexion sur l'organisation en bande de ces jeunes et sur leurs dérives. Grandir, c'est se séparer de l'autre en reconnaissant que l'autre est différent et en reconnaissant la différence de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'altérité. Le groupe, c'est la bande. La bande offre l'avantage de la sécurité et de la force. Par contre, dans la bande, ils sont tous pareils. D'ailleurs, on voit bien, on a des phénomènes de bande agrégés par territoire, par quartier. Les bandes, ce sont les noyaux du rejet, de l'exclusion, de la violence et du racisme. On n'apprend pas la différence, on ne connaît pas l'autre, donc on en a peur, donc on est agressif. Il y a encore quelques mois, j'aurais pu dire
que s'il n'y a pas de politique jeunesse d'insertion, on risquait le chaos, mais le chaos, on y est arrivé. Donc l'intérêt, il est patent. Si on ne s'occupe pas de la jeunesse, les problèmes ne peuvent que s'amplifier. Et un travail d'accompagnement de ces jeunes vers l'emploi est nécessaire, mais pour créer de l'emploi, il faut tout d'abord développer l'économie sur l'île. La priorité des priorités, c'est de répondre à l'urgence, et la réponse à l'urgence, c'est le développement économique. Autrement dit, procurer de l'activité et les revenus liés à l'activité à un certain nombre de jeunes qui sont en déshérence, qui s'ennuient, passez-moi l'expression, les jeunes s'emmerdent. Le plus important, fondamentalement, c'est le travail, parce que outre l'autonomie sociale, il permet l'indépendance économique. Sans indépendance économique, on n'a pas d'autonomie sociale. Et pour Philippe Labbé, agir sur le volet économique doit passer par la conception d'un pacte territorial pour l'emploi des jeunes et donc par la mobilisation des acteurs institutionnels, politiques, économiques, mais aussi de la société civile. Un autre moyen de développer l'économie sera la valorisation du patrimoine mahorais via des dispositifs d'insertion par l'activité économique. Philippe Labbé a rendez-vous en début de semaine prochaine avec les acteurs du secteur économique pour leur faire part de ses préconisations, car c'est en rassemblant les idées que l'île pourra peut-être avancer. Et c'est ici que s'achève cette édition dont je vous rappelle la principale information. La rencontre ce matin à Paris entre les représentants de l'intersyndicale et des membres de 4 ministères concernés par la plateforme revendicative. Merci à vous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez revoir ce JTM sur notre site l'infoquezy.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et bien sûr, l'information continue sur Quezy. Bonne fin de semaine à vous et à lundi 19h pour une nouvelle édition.